Personne ne Attends, c'est va. en Ah train. Ouais. si. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, bonjour. bienvenue. Je ne sais pas si vos micros sont par défaut fermés. Ouais. Ouais, Ah, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas nous répondre. Oh là mais vous là, pouvez utiliser le chat. Bonjour. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Le chat fonctionne en tout cas. bonjour. Ouais. Oui, on a des bonjours. Super. Ouais, sympa. Alors, Élodie, je fais autoriser moi aussi. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sais pas. De quoi? Autoriser quoi? Non, parce que quand ça me dit, bon, bref, Marie. Bonjour, tout le monde dit bonjour. Ah, c'est sympa. Euh, on va laisser un petit peu 2-3 minutes. Tu peux pas ouvrir les micros, Si, attends, je suis en train de chercher. s'il te plaît. On va attendre 2-3 minutes parce que le quart d'heure, le temps de se garer, tout ça, on a l'habitude. On a ce qu'on appelle le quart d'heure parisien, qui est bien évidemment présent également sur les visios. Donc, on va se laisser 2-3 minutes pour laisser les gens arriver. Alors, le truc, c'est qu'on vous voit pas, on vous entend pas, c'est hyper Attends. particulier, mais Oui, c'est au c'est moins la pas grave. caméra, c'est On bizarre. s'interrogeait, alors c'est bien parce que comme vous pouvez pas nous répondre, c'est top. On s'interrogeait sur alors pas la qualité de nos webinaires, non, 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 ça, faut pas exagérer, mais sur la pertinence de cette prise de parole qu'on a mis en place depuis le début de l'année à raison d'une fois par mois, sauf le mois d'avril où il y avait le salon, donc c'est vrai que derrière, bah, on s'est tu hein, parce qu'on avait vraiment besoin d'air. Mais donc, on s'interrogeait sur le fait que ça ait lieu le vendredi, par exemple, de 11 heures à midi. Est-ce que c'est un horaire qui est bien? On s'est dit aujourd'hui, il fait très très beau, ils vont tous partir, ils vont pas venir nous écouter, etc. Je veux bien un petit retour, si vous en êtes d'accord, est-ce que c'est bien, on garde cet horaire-là du vendredi 11 h 12 h ou est-ce que finalement, ça serait mieux de le mettre à l'heure du déjeuner, ça serait plus facile pour certains de venir s'inscrire par rapport à son agenda, etc. Ou Et sur un autre jour puis, même. pardon, Ou sur un autre jour aussi. également sur un Mm. autre jour. Et puis, aussi, si vous avez des envies de sujets qu'on aborde, parce que vous Mm. avez vu maintenant un peu comment on fonctionne, c'est-à-dire qu'on on prend un sujet, on le survole, on essaye d'être le plus pragmatique possible, et avec des exemples dans notre monde, qui est le monde des marques. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent spécifiquement? Et puis, comme ça, ben, on se fera un plaisir d'y répondre. Et Euh, normalement, les micros, vous pouvez les activer vous-même et les caméras aussi. Je ne voilà. sais pas si ça fonctionne. Et Donc, sinon, n'hésitez pas on va. à nous mettre dans le chat voilà, vos envies, vos sujets, vos préférences de Mm. jour, d'heure. Voilà, ça sera sympa de nous partager ça. Voilà. Tout à fait. Bon, ben moi, je dis, Mais on je pense qu'on peut, commence. ouais, on peut Ouais. commencer. Parce Très que bien. là, quand même. Alors, on va partager l'écran. On vous l'a fait en live, hein. Euh, et puis l'écran. C'est bon, Voilà. Ouais. c'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Mais en même temps, Virginie, c'est... Ah non, c'est moi. Donc, on a choisi le sujet du bon levier d'acquisition. En fait, c'est les partenariats. Aujourd'hui, on parle de partenariats dans tous les sens. Et on fait de la collab, on fait du co-branding, on fait du licensing, on fait du sponsoring, on fait du co-marketing, on fait du comédia, on fait blablabla, plein de trucs. Et donc, on a essayé de structurer un tout petit peu ce qu'il y a vraiment derrière ces mots-là. Comme d'habitude chez nous, c'est pas un aspect juridique, mais un aspect marketing et business
qu'on va déployer. Vous rappelez aussi que nous sommes, au-delà du salon, un studio. Si la régie pouvait changer de dia. Voilà, Ça vient, ça vient. merci. On est un studio, donc le studio Koblenz, qui est en fait le nom du département agence que nous faisons. Donc on fait évidemment qu'on peut aider en licensing in, aller chercher la bonne marque, la bonne licence pour construire le bon partenariat selon le bon contrat. La diversification et donc la stratégie de marque par rapport à qu'est-ce que je fais quand j'ai une marque et je fais du licensing out, comment, pourquoi et où je vais. Euh, Gérer des projets événementiels, évidemment. Ça, je pense que pour ceux qui connaissent Koblenz, qui soient exposants ou visiteurs, ils sont à peu près contents de nos services. Donc, on peut aussi se mettre à disposition avec tous nos partenaires et nos prestats d'événements, de conférences, de réunions de licenciés, de choses de plus ou moins petite échelle, petite ou grande échelle, pardon. Et puis créer du produit, créer des chartes graphiques, puisqu'on a toutes ces compétences qui sont intégrées. Voilà, voilà. Sur ce sujet, c'est maintenant Virginie qui nous fait l'intro. Merci Nathalie. Donc évidemment, on va parler aujourd'hui d'un sujet central et essentiel dans les stratégies marketing, qui sont les partenariats entre marques. Donc on entend énormément de termes autour de ça. Donc comme disait Nathalie, on parle de collaboration, co-branding, licensing, sponsoring, mais souvent tout est très mélangé et on ne voit pas bien les frontières réelles qu'il y a entre les différents types de partenariats. Et pourtant, derrière chacun de ces modèles, il y a des objectifs très différents, des impacts aussi différents et surtout des usages différents. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est justement de clarifier tout ça. On va être dans un webinaire un peu, comment dire, on pose les fondamentaux, on éclaire et on balaye un peu les différents types de partenariats de façon assez didactique en vous donnant quelques exemples, mais c'est un webinaire voilà, assez pragmatique. C'est pas donc juste de vous montrer des exemples inspirants, mais c'est surtout en fait vous aider à comprendre quel type de partenariat activer selon votre objectif de business pour créer des leviers d'acquisition en termes de consommateurs ou bien des leviers de croissance aussi business. Tu peux passer, Elodie, merci. Donc, pourquoi les partenariats se multiplient? Donc, c'est vrai que si les partenariats prennent aujourd'hui autant de place, ce n'est pas vraiment un hasard, parce qu'on peut voir aujourd'hui 4 grandes transformations de marché qui poussent les marques à collaborer davantage. Donc, la première, c'est l'explosion du coût d'acquisition. Aujourd'hui, faire de la publicité sur Meta, Google, TikTok et autres plateformes coûte de plus en plus cher. La concurrence, elle est énorme et surtout, les performances sont moins prévisibles qu'avant. Donc, les marques ont pour enjeu de trouver aussi d'autres leviers pour toucher leurs cibles et leurs audiences plus efficacement. Le deuxième point, c'est la saturation publicitaire. Les consommateurs sont surexposés aux messages marketing. Le consommateur aujourd'hui, il scrolle, il zappe, il ignore la publicité. Voilà, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, le résultat, c'est que les marques, elles doivent créer des expériences plus engageantes et plus naturelles pour que le consommateur soit capté. Troisième élément aussi important, c'est la recherche d'authenticité. Les consommateurs aujourd'hui font davantage confiance aux recommandations, aux avis, aux communautés. Ils adorent les marques qui sont incarnées, qui leur provoquent de la confiance. Et du coup, les collaborations entre marques qui sont cohérentes les captent aussi énormément. Un partenariat crédible crée souvent plus de confiance qu'une publicité classique. On voit bien que la publicité aujourd'hui, les gens, voilà, ils en ont quand même marre.
Et enfin, la quatrième mutation qu'on voit, c'est un vrai besoin de différenciation. Dans des marchés très concurrentiels, les partenariats, quels qu'ils soient, permettent de surprendre le consommateur, de créer de la nouveauté, un truc un peu hype qu'on n'a pas l'habitude de voir, de générer du contenu différent et de raconter des histoires qui font rêver ou qui sont complètement différentes. Mais surtout, ce que le partenariat permet, c'est de générer de la conversation. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'attention chez les consommateurs, elle est de plus en plus difficile à capter. C'est devenu une monnaie vraiment très précieuse et le partenariat fait aussi augmenter cette conversation entre les consommateurs. Concrètement, pourquoi les marques investissent autant dans les partenariats aujourd'hui? On voit 4 bénéfices majeurs à monter un partenariat. Le premier, c'est la mutualisation des audiences. Quand un partenariat se fait, chaque marque apporte sa communauté, sa crédibilité et son univers. Par exemple, une marque de sport qui va collaborer avec une marque lifestyle peut toucher une audience plus mode, plus féminine ou plus premium. Donc, ça permet vraiment de mutualiser et puis d'aller chercher des audiences un petit peu différentes par rapport à son audience d'origine. Le deuxième bénéfice très fort, c'est la désirabilité. Les partenariats créent souvent de la rareté, de l'exclusivité, du storytelling. Et ça, c'est ce qui est extrêmement puissant auprès du consommateur parce que émotionnellement, ça le renvoie vers quelque chose de, voilà, de puissant. Par exemple, là, si on voit sur votre droite l'exemple de Suprême et Louis Vuitton, cette collaboration, elle n'est pas récente, mais elle a énormément marqué les esprits parce qu'elle mélange deux univers très forts, peut-être incompatibles si on n'y pensait pas, le luxe et la culture street. Donc, et c'est ce contraste qui a énormément créé voilà, du désir, de la viralité et quelque chose de très, très surprenant. Le troisième bénéfice qu'on voit, c'est l'accélération de la visibilité. Une collaboration forte génère naturellement des retombées presse, des contenus sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, de l'influence et aussi beaucoup de bouche à oreille et de viralité. Donc souvent, même ce sont les consommateurs eux-mêmes qui relaient les campagnes ou les fruits de la collab parce que elles créent l'émotion ou la surprise. Et enfin, les partenariats permettent aussi de renforcer ou repositionner une image de marque. Une marque traditionnelle peut paraître plus innovante si elle fait une collaboration, par exemple avec une start-up, un créateur ou une marque plus moderne. Mais il y a surtout un point à retenir, c'est qu'un bon partenariat aussi doit créer de la valeur pour les deux parties. Sinon, ça va pas marcher, le partenariat va paraître un peu peut-être opportuniste et le consommateur, il va bien sentir que ça n'a pas de sens et qu'il va le ressentir immédiatement et ça va peut-être faire un flop. Donc, on va dérouler là après, tout au long de ce webinaire, 4 grands types de partenariats avec 4 grands modèles à connaître, qui est en fonction du type de partenariat, on n'a pas forcément les mêmes enjeux ou les mêmes objectifs. Donc, par exemple, si on veut faire une collaboration, l'enjeu, c'est de faire de l'engagement, de la visibilité. Si on a un co-branding, c'est plus l'enjeu de faire de la désirabilité ou de l'innovation. Le licensing, c'est plus de l'extension de produits ou des revenus supplémentaires. Et le sponsoring, on est plus dans des enjeux de notoriété et d'incarnation de marque. Donc en fait, le bon levier dépend toujours du besoin business. Et en fonction du partenariat, les objectifs ne seront pas les mêmes. Et ça, on va le dérouler par la suite avec Nathalie qui va vous parler des premiers partenariats. C'est à moi? Nathalie. Oui. C'est à moi. Alors, on commence par la collaboration, la collab. Et en fait, dans la collab, il y a 2 approches. Il y a la collab avec un produit et qui s'appelle du coup une collection capsule. Et puis l'exemple d'après qui est la collab sans produit. Donc, la collab, comme le disait Virginie, elle a l'avantage d'associer en fait l'ensemble de 2 marques, c'est-à-dire les cibles, les consommateurs, l'environnement et la volonté de créer quelque chose de différent.
Donc, quand on fait une collab, une collection capsule, d'abord, le format, il est court. C'est-à-dire qu'on ne va pas décliner une collection de malades dans une collab. C'est vraiment un produit original et non irroginal. C'est un produit original et on va créer finalement avec une collab et une collection capsule quelque chose d'iconique. L'image qui est présente là et qui est pour moi un des plus beaux trucs formidables, qui est la collaboration entre Suprême et Oreo. Suprême, c'est une marque de streetwear luxe masse, c'est-à-dire elle s'adresse à la masse, mais elle est très chère. Et Oreo, bah, c'est les gâteaux américains les plus connus au monde pour les Américains, on va dire, c'est le Nutella des Italiens, hein, voilà. Eh bien, Oreo, il est noir, il n'est jamais rouge. Et là, la résultante du produit suprême Oreo et donc de la collection capsule, c'est qu'à 5 heures du matin, ils avaient des queues devant les boutiques qui avaient référencé le produit Oreo suprême et que le temps de distribution, ça s'est fait en 4 heures. Et là, on est vraiment dans le fond de base quand on va chercher une collection capsule. C'est exclusif, c'est unique, et demain, il n'y en a plus. On est vraiment dans cette démarche-là. On génère du buzz, on fait du média, on fait de la presse, on fait du TikTok, on fait tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, une collection capsule, la démarche, c'est qu'elle fonctionne 3 jours et après, elle disparaît. C'est vraiment le fond de ce qu'il y a. C'est le côté frustration du collectionneur et le côté créatif qu'on ne reverra jamais. La diade après. Donc, un exemple comme ça, mais parce que, en fait, dans les collabs, on se rend compte, en les étudiant un peu, que quand c'est une vraie collab, c'est qu'il y a souvent une marque de luxe. C'est qu'il y a souvent quelque chose qui est beaucoup plus cher que la masse, qui va s'associer à un produit masse pour réunir, ce que disait Virginie, deux publics, deux types de consommation. La première collab entre Adidas et Prada, elle date de 2019. Et à l'époque, ils avaient sorti une chaussure dans un tissu Prada. Alors, c'était une création vraiment de matière, etc. Puis, ils ont fait plus loin, ils ont poussé avec des accessoires d'Adidas, des tenues d'Adidas déclinées chez Prada. Et la dernière, là, on est sur le modèle Superstar d'Adidas, donc le modèle de base, enfin de base, premium, mais de base, on va dire, qu'ils ont décliné à nouveau chez Prada. L'intérêt pour Adidas, c'est d'avoir de la visibilité dans les vitrines Prada et sur le site Prada, parce que ce n'est pas vendu chez Adidas, c'est vendu exclusivement chez Prada. Et pour Prada, ça leur fait rentrer dans les boutiques des gens qui ne pousseraient jamais la porte. La paire de chaussures Prada, la paire d'Adidas classique, elle est à 120 €. La paire d'Adidas Prada, elle est à 600 €. Voilà. Elle est accessible quand même. Et pour moi, c'est une collab très, très réussie. La preuve, c'est que ça revient. C'est-à-dire qu'ils en sont à la 3e sur 10 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort et d'important. Là, on est dans la collab média, c'est-à-dire la collab sans produit. C'est des technologies, quelque part, qui s'associent. Enfin, c'est une technologie avec une marque puissante. Là, on est en 2012. Et en 2012, je vous dis n'importe quoi, on est en 2016. Pardon, on est en 2016. Nike se branche sur le running. Ils développent le running et donc toute la collection de running. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une collaboration avec une appli qui est le Running Club et ils créent le Nike Running Club.
Aujourd'hui, on a tous dans nos téléphones, quel que soit l'Android ou l'Apple, quelque chose qui compte nos pas, qui va nous suivre, etc. C'est intégré dans les téléphones. 2012, c'est pas intégré. Et il y a cette volonté de capter tous les coureurs pour Nike. Nike n'était pas reconnu comme une chaussure de running. Ils se sont donc à ce moment-là positionnés sur l'association avec une appli et une technologie. Ils ont donc et là, l'objectif de la collab, bah pour Nike, c'est incroyable, mais c'est de gagner en visibilité. On peut se dire qu'ils n'en ont pas besoin, sauf que grâce au fait de rentrer sur une appli qui va être téléchargée par des millions de personnes, des milliers de personnes, eh ben, ils gagnent en visibilité sur une population qui n'est pas forcément active Nike, qui n'est pas forcément consommatrice de Nike. Ça crée de l'engagement et voilà, ça touche une nouvelle audience. Et puis, à terme, ça produit du contenu parce que c'est toujours le concept dans la collab, c'est que la finalité, c'est qu'on va créer quelque chose, on va co-créer quelque chose et ce contenu, on va pouvoir l'utiliser d'un côté comme de l'autre, médiatiquement ou auprès de sa communauté pour la réengager. Donc, on est toujours dans le même concept qui est, je crée du contenu, là, je ne crée pas de produit, je crée du contenu et je vais séduire les audiences communes quelque part. Il y a un cas magique sur la collab média qui est le cas, si la régie peut passer la dia, merci, qui est le cas historique de ce genre de collaboration, qui s'appelait avant une collab marketing et qui s'appelle maintenant une collab média, c'est GoPro et Red Bull. Red Bull, on sait, ce n'est qu'une boisson énergisante qui n'a pas que des bienfaits sur la santé. Bon. Sauf que Red Bull s'est mis à sponsoriser tous les événements de l'extrême. Et au lieu de eux-mêmes payer tous les, comment on appelle ça, les reportages, les diffusions, etc., ils se sont associés en partenariat avec GoPro, qui s'est mis à filmer les événements sponsorisés par Red Bull. De ce fait, GoPro est devenu une caméra officielle professionnelle, alors qu'à l'origine, c'est un gadget. C'est un truc qu'on pose sur son casque et qu'on va se balader avec. Non, on est devenu, grâce à GoPro, nous-mêmes, caméraman, acteurs de nos exploits. Et ce partenariat, il a fait gagner énormément en visibilité et en économie. C'est-à-dire que tout d'un coup, Red Bull n'a plus besoin de campagne média, mais GoPro non plus. Et tout d'un coup, l'un et l'autre sont utilisés comme si ça appartenait à tout le monde. Donc, c'est des campagnes médias en économie phénoménales. C'est une ouverture pour GoPro de vente et de chiffre d'affaires développée de façon énorme. Et aujourd'hui, ils rentabilisent même les contenus que les utilisateurs de GoPro publient sur la chaîne Red Bull, sur lequel ils gagnent de l'argent. Donc, c'est les deux, hein, bien évidemment. Hein. Donc, c'est vraiment l'origine, c'est-à-dire on parle, alors je parle trop, mais dans l'origine de la licence, on dit c'est Disney ou Lucas. Là, l'origine de la collab média, on est vraiment sur du GoPro Red Bull, parce que c'est tous les deux très, 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 très intelligents. Il n'y en a pas un qui a voulu gagner plus que l'autre, et aujourd'hui, ils sont sur un tas d'or ou un tas d'économies, en tout cas. Et c'est Virginie qui reprend. Alors, voilà. Alors, moi, je vais être un petit peu plus terre à terre, hein, puisqu'on va parler des obligations contractuelles, puisqu'effectivement, chaque partenariat fait l'objet d'un contrat, mais ils n'ont pas tous les mêmes obligations et les mêmes formes. Donc, si on est sur la collab, la première clause clé fondamentale, c'est l'objet du partenariat. Autrement dit, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement ensemble. Ça paraît évident, mais énormément de collaborations échouent parce que les attentes ne sont pas forcément alignées entre les deux marques. Ensuite, il faut définir une durée claire. La plupart des collabs sont limités dans le temps. Ça peut être, comme disait Nathalie, une campagne, un drop, une action événementielle, voilà. Donc l'idée est d'éviter des zones, peut-être des zones grises une fois l'opération terminée, pour ne pas En fait, mettre à mal les on verra marques. ça après, c'est impossible.
Voilà. Mais normalement, dans le contrat, c'est marqué. Voilà. Et autre point clé, c'est les livrables marketing. C'est-à-dire qui produit quoi, qui publie quoi, combien de contenu, quel format, quels événements, quels réseaux sociaux, etc. Et plus c'est précis, et puis plus l'exécution sera facile. Il faut aussi cadrer les droits d'utilisation des contenus et de l'image. Par exemple, est-ce que chaque marque peut réutiliser les visuels après? Pendant combien de temps? Sur quel support? Ça, faut vraiment le cadrer parce que c'est souvent un sujet qui n'est pas forcément bien estimé au départ et qui après peut créer pas mal de tensions. On retrouve aussi la notion d'exclusivité éventuelle. Par exemple, si une marque collabore avec une autre dans la catégorie précise, est-ce qu'elle peut collaborer avec un concurrent juste après? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est possible, pas possible? Donc ça, il faut le définir aussi. Et évidemment, il faut clarifier la contribution de chacun. Le budget, la production, la distribution, la communication, la visibilité, qu'est-ce que chacun va mettre en place. Le point important à retenir, c'est que la collab fonctionne souvent sur une logique de confiance et d'agilité. C'est un des partenariats les plus simples et les plus souples à mettre en place par rapport à d'autres. Mais un partenariat mal cadré peut vite générer des incompréhensions, des frustrations ou une perception négative aussi. Donc attention à bien mettre les bonnes choses au bon endroit pour pouvoir faire en sorte que cette collab se passe au mieux. Voilà, Nathalie, tu peux reprendre sur la suite. Alors, après la collab, nous avons le co-branding. Et donc, dans co-branding, il y a co-marque et il y a toujours un produit. Le co-branding, c'est toujours avec un produit. C'est un produit sur lequel apparaissent à la même échelle les deux marques. Moi, j'adore le Liebig Kiri. J'adore parce que on pourrait dire que c'est du Intel Inside. C'est-à-dire que quand on achète un ordinateur avec du Intel Inside, on ne voit pas que c'est un partenariat. Mais c'est exactement la même chose. Et donc là, Liebig fait sa soupe potiron, mais rajoute Kiri. Et on est dans la même approche, c'est valoriser sur son produit, sur sa marque, avec une autre marque d'aussi bonne qualité. On est, voilà, dans l'objectif gagner en crédibilité, on est dans la sécurité que ce qu'on va livrer sur le produit, c'est qualitatif. Et ça renforce la désirabilité. Donc l'Apple Watch qui sort avec Nike, on est aussi dans de la tech qui sont à deux niveaux, chacun dans son monde. Technologiquement, on ne remet pas en cause. Donc l'Apple Watch, c'est tech, ça fonctionne, enfin c'est une montre qui va fonctionner, qui va donner des choses. Nike, c'est l'énergie, c'est la rapidité, c'est tout ça. Il faut faire très attention quand on fait un co-branding à ce qu'il y ait un sens entre les deux marques. Alors, le sens, il faut qu'il y ait un vrai storytelling qui s'installe, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et il faut qu'il y ait des arguments clairs pour le consommateur, et en fait, pas pour un seul des consommateurs, pour les deux consommateurs. Celui qui a l'habitude de prendre Liebig et pas Roico, et celui qui a l'habitude de ne pas prendre de soupe, mais d'acheter du kiri. Et ces deux-là, il faut que ça lui semble naturel. Donc la complexité dans un co-branding, ce n'est pas forcément l'association des deux marques, ni la création du produit, parce qu'en fait, c'est un produit qui est pas créé, mais qui est valorisé, qui est de par l'association d'une autre marque, mais c'est surtout le marketing. Comment on va présenter ça? Quel est l'angle avec lequel on va pouvoir dire, ben, notre produit sans ça, il est vachement bien, mais avec ça, il est encore mieux. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un angle marketing, le co-branding. Et en plus, c'est souvent pas du tout éphémère. C'est quelque chose qu'on veut lancer sur un temps beaucoup plus long, qui est différent par rapport à la collab. Et l'exemple qu'on prend après sur le co-branding, c'est Adidas.
Alors, Adidas, vous avez vu, ils font des collabs. C'est une volonté de l'avoir pris 2 fois de suite. Mais là, c'est pas c'est pas de la collab. Là, c'est un produit longue durée. Alors, longue durée sur la chaussure Adidas Lego. Mais pas longue durée sur le modèle de la chaussure Adidas en Lego. La chaussure l'Adidas en Lego, c'est le coût marketing. Et pour la chaussure, elle est sur une durée classique de 2 saisons, 3 saisons, 10 saisons. Si elle fonctionne, le produit va rester et s'installer durablement parce qu'il fait sens et il est créativement différent de ce que peut être la chaussure classique qui peut être chez Adidas. Donc là, on est sur une vraie création de produit avec l'association des 2 marques. Et pareil, cette chaussure Lego Adidas qu'on met, donc on en achète 2, elle vaut 120 €, le même prix que l'autre, enfin que la précédente. On achète la boîte de la chaussure Lego à fabriquer, elle vaut 100 € et on n'en a qu'une. Bon, alors après, il n'y a pas le choix des pointures, hein, c'est pas mal. Mais voilà, c'est cet exemple-là, il est, moi je trouve, assez probant sur le fait que le co-branding, c'est un produit qui va porter les 2 marques, mais c'est le coût marketing qu'on va faire avec qui va créer que le co-branding devient quasiment une collab et un côté exclusif. Il faut vraiment travailler le marketing sur le concept du co-branding. Voilà. Virginie, Voilà. tchup, tchup. Oula, non, c'était allé trop vite, Oui. Élodie. Ouais. Pardon. Voilà. Donc, si on parle des obligations contractuelles donc pour le co-branding, donc comme l'a dit Nathalie, on a bien compris que du coup, c'est un produit qui est créé. Donc, forcément, le partenariat est beaucoup plus engageant. Et donc, les enjeux contractuels deviennent un petit peu plus importants. Premier point essentiel du co-branding, c'est le co-usage des marques doit être extrêmement cadré. C'est-à-dire, quel logo, comment les marques apparaissent ensemble sur le produit, mais aussi d'autres supports. Quel support? À quelle hiérarchie visuelle? Comment ils se positionnent? Et pour chaque... ça, c'est important pour que les détails, enfin, que chaque détail soit important pour que ça n'impacte pas directement aussi l'image de l'entreprise, au-delà de la marque. Deuxième point, c'est la double validation. Ça, c'est obligatoire, parce que dans un co-branding, rien ne sort sans validation des 2 côtés. Validation pour le packaging, la communication, les visuels des produits, le produit en lui-même, les messages, les activations marketing. Ça doit être double-checké tout le temps. Et ça peut parfois ralentir les projets, hein, mais bon, c'est indispensable pour protéger les 2 marques. Autre clause très importante, les standards qualité. En fait, quand 2 marques mettent leur nom sur un seul produit, elles partagent aussi la responsabilité qu'elles ont face aux consommateurs. Donc, si le produit déçoit, si la qualité n'est pas au rendez-vous, si l'expérience est mauvaise, si l'impact... enfin, tout ça, en fait, ça va impacter les 2 marques. Donc, le risque pour la réputation de la marque est beaucoup plus fort. Donc, ça doit être hyper cadré. Ensuite, il y a aussi la question du partage du revenu et des coûts. Qui finance quoi? Qui produit? Qui distribue? Comment les revenus sont répartis? C'est souvent un peu plus complexe à mettre en place parce que effectivement, quand on parle de répartition des coûts, il faut que ce soit bien cadré. Même chose pour la distribution. Certaines marques veulent garder le contrôle de leur circuit de vente, de leurs distributeurs, de leur territoire ou de l'image qu'elles ont. Donc tout cela doit vraiment être défini au contrat. En tout cas, ce qui est important de retenir ici, c'est que le co-branding est probablement l'un des partenariats les plus puissants en termes d'impact marketing, parce qu'il y a vraiment quand même une vraie valeur ajoutée. Mais juridiquement, c'est aussi certainement le plus lourd. Parce qu'en même temps, on mélange le produit, l'image de marque, la communication et aussi le développement du chiffre d'affaires et du business, quoi. Donc, plus les marques sont fortes et plus le niveau d'exigence contractuelle vont être élevés. Voilà, je te laisse la parole, Nathalie, pour l'autre partenariat.
Alors ça, c'est notre bébé, hein. Le licensing, puisque c'est quand même de là qu'on est parti. Bon, bah, le licensing, je pense que aujourd'hui, il est... en fait, le licensing, c'est le résultat d'un produit dérivé. Et donc, sur ce produit, il n'y a pas les marques de fabricants. C'est ça le concept, en fait. Quand on fait un produit, alors je vais reprendre un exemple que j'ai connu. Quand on était chez Mattel, j'étais chez Mattel, et qu'on faisait à l'époque les produits Batman, les figurines Batman, à aucun endroit, à part sur le packaging quelque part, il y avait écrit Mattel. La force, c'est la marque, la property, l'IP, ce qu'on veut, mais ce n'est pas le fabricant. Le fabricant, dans le licensing, il met son savoir-faire à disposition, mais ce n'est pas là-dessus qu'il va communiquer. Ce n'est pas ça qui est l'important. Ce qui est important, c'est la valeur de la notoriété qu'il va rechercher en s'associant à une marque existante ayant travaillé sa notoriété. Quand on fait des formations au licensing, la première dia, c'est le licensing, c'est un mariage de compétences. Un ayant droit qui met à disposition sa marque et tout le travail ancestral qu'il a fait autour de sa marque pour créer une notoriété et la garder belle et propre, et le licencié, donc l'industriel ou la société de service aujourd'hui, va mettre à disposition son savoir-faire et son savoir distribué. On est vraiment dans deux métiers différents, en fait. C'est l'association de deux métiers, de deux visions, de deux prismes qui vont créer un produit au profit, quelque part, du consommateur. Donc, quand on est dans le licensing, on peut pratiquement tout faire d'où qu'on vienne et où qu'on veuille aller. C'est-à-dire que on est un fabricant de lunettes et on va aller chercher le PSG ou Hello Kitty. On est un fabricant de yaourts et on va aller, ou de compotes, et on va aller chercher Astérix et ou Mimi Cracra. On peut aller, voilà, on est dans tous les domaines. Et pour ceux qui visitent Koblenz, le salon, vous le voyez suffisamment pour voir l'offre qu'il y a. Bon, essentiellement entertainment, c'est vrai, mais cette offre large, très très large, et la différence de typologie des visiteurs dans les allées. C'est-à-dire qu'on couvre tous les secteurs d'activité qui existent. Donc, on est vraiment dans le licensing, c'est le partenariat le plus large possible dans tous les domaines, voilà, qui peut s'appliquer dans tous les domaines. Bon, on a mis des photos qui représentent quand même beaucoup de ce que vous connaissez, vous maîtrisez au quotidien, hein, puisque entre Disney et Hello Kitty, je pense que, bon, je vais pas me faire des amis, mais après, on a Warner et Universal, et puis après, il y a les autres, quelque part. Donc, on est sur une force de notoriété de l'IP. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Après, il y a des secteurs où c'est bien d'aller chercher des IP avec moins de notoriété, justement, parce qu'on passe plus. L'exemple qu'on a pris, que j'ai pris et qui est volontairement complètement disruptif par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est à l'occasion des 50 ans du film Le Parrain. Il y a un horloger, ce n'est pas un fabricant de montres, hein, excusez-nous, c'est un horloger qui s'appelle Jacob & Co, qui a l'habitude de vendre des produits. Lui, quand il crée j'ai oublié le nom, mais c'est une boîte à heures, une machine à temps, une boîte à temps, je crois que ça s'appelle. C'est entre 1 et 2 millions d'euros. On est vraiment dans de l'horlogerie de luxe, etc. À l'occasion donc des 50 ans du film, la sortie du film du Parrain, donc en 2024, ils ont sorti une montre qui reprendrait l'horlogerie, qui reprenait la musique, puisque cette montre joue la musique du Parrain, et il y a une petite statuette de Don Corleone qui est dedans aussi. D'accord? Donc on est sur un produit très très exclusif, un produit dérivé, mais c'est vraiment un produit dérivé, mais qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il a été poussé au maximum du détail de la marque. Jacob & Co n'apparaît pas
Ça paraît incroyable, mais ils n'apparaissent pas. Ils sont allés chercher ça, ils en ont fait 110, ils en ont vendu 110, mais pas du tout comme une collection capsule en 2 temps, 3 mouvements. Ils ont mis X temps pour le vendre parce qu'ils les ont vendus que aux vrais collectionneurs. Alors, les vrais collectionneurs, ils ont lâché entre 450 et 500 000 euros pour une montre qui nous joue la musique du parrain. Je pense qu'en plus, ils la laissent au coffre et ils la regardent jamais. Parce que, bon, voilà. Mais on va très très loin dans le licensing. On fait, excusez-moi, des produits merdicus à 3 balles d'Iron et des produits comme ça à 500 000 euros. Et c'est pour ça que c'est le plus large, le licensing. C'est ce qui va être le plus cadré aussi, je vais laisser Virginie en parler après, mais qui donne la plus de possibilités de création et de business. C'est celui qui fait vraiment du business, quelque part. Virginie? Et belle transition, Nathalie. Effectivement, donc le licensing est régi par un contrat, forcément, qui est structuré avec des clauses bien précises, dont la première, par exemple, le territoire. Et le contrat donc, doit définir précisément où la licence peut être exploitée. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est le monde entier? Est-ce que c'est des territoires précis? Ça, c'est fondamental. Parce que une marque peut vouloir garder certains marchés stratégiques pardon, pour un autre partenaire. Donc, ça, c'est capital. Ensuite, il y a la durée. Les contrats de licence durent généralement plusieurs années, souvent entre 1 à 5 ans, ça dépend des secteurs. Mais c'est important parce qu'il faut laisser le temps aux fabricants de produire, de distribuer, de rentabiliser l'exploitation de la licence. Autre clause centrale, c'est les royalties. Donc le fabricant qui est licencié reverse un pourcentage du chiffre d'affaires aux détenteurs de droits. En général, c'est entre 10 et 15% en fonction de la puissance de la marque utilisée. Et souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, il existe un minimum garanti. C'est-à-dire que le fabricant, donc licencié, s'engage à verser aux détenteurs de la marque un montant minimum défini au préalable, même si les ventes ne décollent pas. C'est un montant qui est dû. Donc ça, c'est aussi important à le mettre au contrat. Autre clause fondamentale, c'est les approbations de produits. Ça, c'est très spécifique au licensing, puisque l'ayant droit, lui, il a pour mission de protéger l'image de sa marque et de mettre à disposition tous les outils dont le licencié a besoin, mais il va valider si sa charte graphique est respectée sur les produits, les designs, les packaging, la communication qui va être mise en place et même jusqu'au point de vente. Donc, il y a une grosse part d'approbation que l'ayant droit valide et ça, ces approbations, elles peuvent durer en fonction des ayants droit entre 1 mois, 3 mois, 5 mois. Ça dépend vraiment de la marque et de la réactivité de l'ayant droit. Donc, en tout cas, c'est important pour garder la cohérence globale de la marque. Autre clause fondamentale, c'est la catégorie du produit. Ça doit être spécifié au contrat aussi. Il faut que le contrat précise si c'est une exploitation de la licence sur du textile, des accessoires de mode, du jouet. Même ça peut, dans certains cas, on peut définir le type de produit. Est-ce que c'est le t-shirt, voilà, la ligne de maillot de bain, la ligne de sous-vêtements. Enfin, ça peut être vraiment très précis. Et ça évite aussi de créer des conflits entre plusieurs licenciés qui exploiteraient la marque ou qui seraient sur le même secteur. On retrouve aussi la clause d'audit financier, parce que ça c'est important, puisque les revenus sont basés sur le chiffre d'affaires déclaré par le fabricant. Donc le propriétaire de la marque, il a le droit de vérifier les ventes réelles qui sont faites, pour qu'effectivement il ait les bonnes royalties qui soient remontées. Et tout ça, en fait, donc c'est le contrat final, mais avant de mettre en place un contrat final, on travaille souvent dans le licensing avec un deal memo, qui est en fait un document contractuel qui reprend les clauses essentielles du contrat, mais qui permettent d'aller plus vite, parce que les contrats, souvent, sont longs à signer, et pour pas bloquer l'avancée du développement du produit, puisque le fabricant, il a quand même un temps et un délai de fabrication entre la création du concept, le design, le proto, la validation
validation des ayants droit, etc., le deal mémo sert à engager les deux parties et peut permettre d'avancer avant la signature du contrat final. Donc là, on est quand même dans une logique très structurée et très standardisée. Voilà, Nathalie, tu vas pouvoir présenter le On Il y dernier a, a, partenariat. il y a ouais, une question il y a une dans question. voilà, Oui, dans le chat. c'est quoi? Je vois Ah, pas. pardon. Les montants des MG sont variables selon ce qu'il y a dans le contrat. Est-ce qu'il y a des tendances minimum ou moyennes? Oh là là, alors ça, ben non, ça dépend Ouais. du business plan, quoi. Ça dépend du business plan. Il n'y a pas de règles, il y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est un peu une réponse de Normand que je fais là, mais je sais pas, Nathalie, si tu as Non, autre chose à mais ajouter, mais c'est une réponse de Normand, mais c'est la réalité. Et c'est aussi, Ouais. c'est aussi la chance, quelque part, de travailler dans le licensing, c'est que c'est très, comme tu l'as écrit, structuré, standardisé, mais alors on sort du cadre à chaque Mm. fois. Oui. C'est-à-dire que chaque cas est différent. J'ai le souvenir de Charlie et la chocolaterie de Disney, où, non, pas Charlie et la chocolaterie, si, pardon, où ils voulaient absolument faire quelque chose dans le parfum et où le MG, il était à 3000 balles, quoi. C'est rien, parce qu'il y avait une volonté d'aller là et que Mm. finalement, il y avait, si quelqu'un y allait, bah, c'était bien, ils allaient porter le truc. Et c'est ça Bah, c'est ça, l'avantage. c'est qu'on pousse des portes et on ouvre à des nouveaux produits, des nouveaux territoires, et du coup, c'est du cas par cas, parce que finalement, il y a des fois, ça n'existe pas. Donc voilà, on C'est est, ça, voilà. Donc, il y a aussi des ayants droit qui travaillent sans MG. Oui, c'est ça. Voilà, selon les selon les catégories. catégories quand même. Exactement, Ouais, ouais. Ouais. tout à fait. Tout est, en fait, Catégorie, c'est vrai que la territoire, licence, pardon. oui, la licence, pardon, c'est aussi beaucoup de négo en amont avant de contractualiser. Donc, C'est ça. voilà, On se tourne autour, on se négocie et après on travaille. c'est ça. Non, et après on produit, pardon. À moi? Oui, c'est à toi. Voilà. Alors, il y a aussi, donc, dans les types de partenariats, le sponsoring. Euh, le... Pardon, j'ai quelque chose qui est apparu. Le sponsoring. Le sponsoring, on a le sentiment que c'est différent. Et c'est vrai que c'est un peu différent parce que déjà, on est sur une approche médiatique. Donc, on parle de sponsoring avec un relais média. Le sponsoring du petit événement local avec le terrain de foot du coin, c'est pas de la même manière. Donc là, on parle déjà de marques qui ont un besoin de visibilité, qui ont un besoin de prendre la parole sur des événements, la plupart sportifs ou culturels, mais qui vont mélanger les publics et de ce fait permettre à la marque qui sponsorise de récupérer euh, un public nouveau et surtout de faire quelque part de la pub à l'ancienne. C'est-à-dire, je ne sais pas à qui je parle avec mes valeurs à moi. Quand Schweppes s'associe à Roland Garros, c'est pour parler à tous les sportifs et à tous les coachs qui vont finalement mettre du Schweppes demain dans leur cours, et à tous ceux qui regardent Roland Garros sur leur salon, dans leur salon, pardon, mais qui vont voir passer. Et c'est vraiment le sponsoring dans ces cas-là, c'est du martelage de pub, du martelage, avec un peu, je jette ça à la mer, mais je sais que que les valeurs de l'événement auquel je m'associe sont des valeurs qualitatives. Voilà. Puisque quand Panzani fait du vélo, je vois bien, ok, les pattes, c'est vrai que pour le sport, c'est pas mal, mais au-delà de ça, c'est l'effort, c'est la familiarité, c'est la fraternité, c'est l'équipe, c'est tout ça. On est sur des valeurs de l'événement que la marque va venir rechercher. Et donc l'exemple que je suis allée chercher, qu'on est allé chercher, qui est un exemple un peu, c'est un peu comme Virginie, c'est Normand, parce que la réponse de Normand, le sponsoring du Tour de France, le Tour de France, ils sont extrêmement intelligents et extrêmement futés. ASO, finalement, il y a quelques années, avait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
et ils ont fait sponsoriser les maillots, ce qui, sportivement parlant, est complètement dingue. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais avant, c'était pas normal. Et de mettre Leclerc sur le maillot du grimpeur, si je ne me trompe pas, le maillot à pois, c'est celui qui grimpe, ça donne à Leclerc euh, une force de... C'est l'effort, c'est les grimpeurs, c'est tous ceux qui tiennent, c'est la durée, c'est tout ça. Alors que Leclerc, c'est un magasin qui vend à manger. Donc, c'est aller chercher des choses qui vont leur permettre de s'intégrer encore plus dans l'esprit de n'importe qui, et surtout dans celui qui regarde le Tour de France, évidemment. Ce qu'a fait ASO par étapes, hein, c'est qu'il a finalement fait du sponsoring en vendant les maillots, puis il a fait du licensing parce que bah, les maillots, ils sont en vente, hein, donc ils les ont fait fabriquer, et puis les annonceurs ont le droit de les vendre. Et puis après, ils ont fait des capsules produits parce qu'il y a aussi des maillots qui n'existent pas, qui sont vendus sur les étapes, seulement, comme ça. Voilà. Donc, eux, ils ont fait la totale. Il y a un ROI média, parce que évidemment que quand ils vendent un sponsoring à Leclerc pour le maillot à pois ou à Skoda sur le maillot vert, ben Skoda, il paye de l'espace publicitaire, hein, on est clair et net. Donc, c'est vraiment du média. Eux, ils valorisent, pardon, ils rentabilisent leur campagne. Et derrière, ils touchent quand ils vendent, puisque le produit, il y a un produit derrière. Donc, on est sur une opération géniale. Alors, le produit licence Tour de France, c'est-à-dire le maillot, on est loin des chiffres de médias. Mais en France, il y a un chiffre d'affaires sur les maillots du Tour de France qui est estimé, selon les années, de 3 à 10 millions d'euros. C'est pas dégueu quand même, quoi. Et finalement, ils n'ont rien eu à faire d'autre que de le produire. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très bien structuré et très bien monté. Voilà. Alors, si on parle d'obligations contractuelles, donc comme vous l'avez compris, le sponsoring repose surtout sur une logique de visibilité et d'association d'images. Donc, ce qui veut dire qu'on a des clauses un peu spécifiques, notamment la première qui est essentielle, qui concerne la visibilité. Donc, le contrat, il va définir précisément où apparaît le logo du sponsor, sur quel support, dans quels médias, avec quelle taille, dans quelles conditions. Ça, c'est capital. La deuxième clause, les droits à l'image. La marque veut souvent en fait utiliser les joueurs ou les ambassadeurs en fonction de ce qu'elle va sponsoriser. Et cela doit être vraiment précisé avec clarté parce que c'est pas forcément évident de s'associer après aux joueurs, voilà, spécifiquement. Ensuite, il y a une durée de partenariat. Le sponsoring fonctionne souvent sur des contrats annuels ou pluriannuels. L'objectif est généralement de construire la répétition pour la mémorisation de la marque dans le temps, hein, puisque, comme disait Nathalie, c'est un peu, voilà, on ne sait pas forcément quel public on touche, ça peut être très large. On retrouve aussi les KPIs et les retombées pour savoir voilà, qu'est-ce qui fonctionne, puisque le sponsor aujourd'hui veut clairement mesurer la visibilité qui va être générée, les impressions, l'engagement, les retombées presse et l'impact business que ça peut avoir. Donc le sponsoring, c'est beaucoup plus piloté par la data en fait dans le contrat. Autre élément important, c'est l'exclusivité sectorielle. Par exemple, c'est assez clair, mais si une banque sponsorise un club, le club s'engage ou peut s'engager, ça dépend, hein, à ne pas prendre une autre banque concurrente pendant la durée du contrat. Donc ça, c'est à définir et à voir en fonction des contrats de sponsoring. Et enfin, une autre chose qui est devenue incontournable aujourd'hui, c'est la clause de réputation, ou aussi ce qu'on appelle morality clause. C'est lorsqu'une marque s'associe à une personnalité
un club ou un événement, elle associe aussi son image à tout ce qui peut arriver autour. Donc, s'il y a un scandale, une polémique, un bad buzz, ça peut avoir un impact direct sur le sponsor. Donc ça, cette clause permet de protéger la marque en cas d'atteinte à son image. Voilà, donc le point clé à retenir ici, c'est que c'est pas un partenariat produit, mais avant tout un partenariat d'exposition et d'image. Donc voilà, ça peut être un levier extrêmement puissant de notoriété et de crédibilité. Mais pas de Voilà, donc je chiffre. laisse la part. Pardon? Je disais, mais pas forcément associé à du chiffre d'affaires. Le Ouais, business n'est pas au même endroit. non, c'est Ouais. pas au même endroit. Voilà, donc Elodie, bah, je te laisse poursuivre. Oui, alors, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il est déjà 11h55. En fait, vous êtes bavardes, les filles, hein. Bah ouais, Et donc, moi, je vais essayer entre guillemets, de reprendre un peu tout ce qui a été dit pour essayer de répondre à la question de comment choisir le bon levier. L'élément clé, c'est vraiment de commencer par l'objectif. Parce qu'effectivement, la première erreur que la plupart des marques font, c'est de commencer par choisir par un format de partenariat avant même de définir l'objectif. Et comme on a pu le voir, un partenariat, ce n'est pas forcément une tendance ou un effet de mode, c'est vraiment un véritable outil stratégique. Et comme tout outil, il doit répondre à des besoins et à des objectifs précis. Et donc, selon l'objectif recherché, les leviers à actionner ne sont pas les mêmes. Donc, on a pu le voir en plus en détail avec les différents cas présentés précédemment. Mais si on est sur des objectifs de visibilité, on va s'orienter sur des dispositifs comme le sponsoring qu'on vient de voir, comme les collabs ou les partenariats, par exemple, avec des influenceurs. Donc, l'idée est de maximiser l'exposition de la marque et de travailler son image auprès du public. Si on est sur un objectif qui est plus orienté désirabilité, on va être sur des dispositifs plus créatifs et plus exclusifs. Donc, comme on a parlé, notamment le co-branding ou les éditions limitées ou les collections capsules. Qui là, en fait, on essaye vraiment de renforcer l'image, de créer du contenu, du storytelling et de rendre la marque beaucoup plus attractive. Si on est sur un objectif plus d'acquisition, là, on parle vraiment du licensing, c'est ce qu'on a pu voir. C'est vraiment le partenariat qui permet de monétiser sa marque de manière très efficace. Et enfin, un dernier objectif principal, c'est la crédibilité également. Donc là, on va plutôt s'orienter sur des partenariats avec des co-signatures, on va associer en fait des experts du secteur pour pouvoir en fait s'appuyer sur la légitimité du partenaire. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément un objectif. On peut y avoir plusieurs, mais il faut vraiment essayer de le prioriser pour pouvoir actionner le meilleur levier, en fait, de ce fait. Ensuite, pour choisir le bon levier, on va se poser des questions. Donc, évidemment, on vient de le voir, c'est de se poser la question de quel est l'objectif principal. Donc, notoriété, acquisition, image, etc. La deuxième question importante, c'est quelle audience on veut toucher. Parce qu'elle peut être la même que la nôtre, mais elle peut être aussi une audience complémentaire. On peut choisir une audience complètement différente. Est-ce qu'on va aller chercher une cible plus jeune, plus premium, plus senior? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser en amont pour pouvoir actionner les meilleurs leviers. La troisième question, qui n'est pas les moindres, c'est celle de la valeur apportée par le partenaire. Parce qu'en fait, est-ce qu'il nous apporte de l'audience, de l'image, de l'innovation au travers d'un produit particulier? Est-ce qu'il partage un réseau de distribution, du contenu ou encore de la crédibilité? Voilà, c'est vraiment d'essayer de chercher quelle valeur le partenaire va nous apporter pour avoir la meilleure cohérence et apporter du sens au partenariat. Et enfin, et il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la question du niveau d'engagement, puisqu'en fait, quelle implication on attend des deux parties? Est-ce que déjà, sur la durée, est-ce qu'on veut une opération one-shot ou plus sur le long terme? Est-ce que dans les activations, le partenaire s'investit aussi de la même manière? Enfin, il faut le définir, et ça, c'est ce qu'on a pu voir dans les différentes clauses. C'est qu'est-ce qu'apporte le partenaire dans l'opération?
Et il ne faut pas oublier toute la partie investissement, que ce soit en termes d'humains, de ressources financières, de budget, de production, même de travail juridique, puisque contractuellement, il faut des fois des armadas de juristes pour cadrer un contrat de partenariat. Pardon. Donc voilà, il ne faut pas négliger le niveau d'engagement des deux parties. Et donc, ce qui fait réussir un partenariat, et ça, comment dire, on l'a un peu dit au travers de toutes les illustrations, mais c'est pour cadrer un peu. Ce qui fait la réussite d'un partenariat, c'est aussi la confiance mutuelle entre les deux partenaires, parce que derrière, ça reste de l'humain. Et il faut aussi avoir un alignement des valeurs, parce que si les valeurs ne sont pas compatibles ou pas crédibles, le partenariat ne va pas du tout fonctionner. Il faut vraiment que les consommateurs adhèrent à un récit. Il faut qu'ils soient capables de comprendre pourquoi ces deux marques se mettent ensemble et s'associent pour que ça soit un mariage heureux, en fait, parce que sinon, ça n'a pas du tout de sens. Et donc, l'alignement des valeurs est vraiment primordial. La cohérence des audiences également, même si on peut ne pas avoir des audiences qui soient similaires, il faut qu'elles soient compatibles. Parce qu'en fait, ça n'apporte aucun sens d'avoir une audience qui n'a pas lieu d'être dans ce partenariat. Autre point fort à avoir, c'est qu'il faut à chaque fois activer une opération. Si vous faites un partenariat, mais sans opération, sans mécanique derrière, ça n'a pas de sens non plus. Ce n'est pas juste à poser deux logos ensemble, on se dit ouais, ça va marcher. Il faut vraiment que derrière, il y ait une mécanique, il y ait du contenu, des campagnes, ça peut être un événement, il faut que le partenariat vive. Et enfin, il faut évoquer aussi en amont des KPI, des indicateurs de performance, voilà, parce que c'est vraiment une stratégie. Donc, il faut pouvoir se dire, est-ce qu'on veut accroître nos ventes, est-ce qu'on veut générer du trafic, est-ce qu'on veut gagner en visibilité, en retombées médias, etc. Et en utilisant ces KPI, vous allez pouvoir mesurer en temps réel si le partenariat fonctionne et peut-être d'ajuster, notamment dans le cadre de partenariats sur le long terme. Voilà, on peut ajuster des paramètres pour faire performer le partenariat. Pardon. Hop là, pardon. Les erreurs, parce qu'il y en a aussi. Mais les erreurs, elles sont la suite logique de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire on ne va pas choisir un partenaire juste parce qu'il fait le buzz ou qu'il est tendance. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence des deux marques pour que le partenariat fonctionne. Là également, c'est de ne penser qu'à la visibilité. Si on se dit on veut juste être visible, en oubliant d'autres paramètres ou d'autres objectifs, c'est pas bon non plus en fait de vouloir parler à tout le monde. On dilue le message et derrière il n'y a pas d'impact. Oubliez de définir des KPI. Parce que mine de rien, sans mesure, c'est un peu votre tableau de bord et votre pilotage. Si vous n'avez pas défini des KPI en amont, ça peut ne pas fonctionner du tout. Sous-estimer la production et l'activation, c'est ce que je vous disais, ne pas consacrer des budgets ou des ressources pour mettre en place le partenariat, on est plutôt voué à l'échec. Et négliger l'expérience client. Si on oublie le consommateur final, ça n'a pas de sens non plus. Et là, dans les deux exemples qui sont mis en évidence, on a Coca-Cola et le diable s'habille en Prada. On pourrait se dire sur le papier, bah ouais, super, c'est une super collab. Pourquoi c'est deux propriétés avec une notoriété énorme. On se dit que Coca-Cola, ça incarne la proximité, la simplicité, le quotidien, c'est dans tous les foyers. Et le diable s'habille en Prada a été un vrai succès cinématographique, donc pourquoi pas. Mais en fait, il y a eu une dissonance narrative entre les deux univers, puisque d'un côté, on a un produit du quotidien, de proximité, avec une image de film très fashion, très luxe, très élitiste. Et le consommateur n'a pas du tout compris pourquoi ces deux marques-là se sont associées. Il n'y avait pas de réel impact émotionnel. Pardon? Oui, je me permets. En fait, Oui. c'est trop. Oui. Voilà, il y a un moment, c'est clair. le c'est product le même. placement de Coca dans le film, c'est bien. Ouais, Arrête-toi là. c'est ça. C'est ça. Mais en fait, et c'est aussi l'exemple de Cascade et de WIT. Cascade, c'est un lessivier canadien. Et en fait, l'univers de WIT, qui était plutôt un univers fantastique, émotionnel et musical,
On se dit pourquoi sur une marque de lessive, ça pourrait coller par rapport à l'audience. On est sur du grand public, on va atteindre un large public, mais ça n'a pas du tout fité parce que l'univers fantastique, ils ne l'ont pas retrouvé dans leur lessive du quotidien. Et que ça a plus Ah ouais? été perçu, ça a plus été perçu comme un coup marketing, une opportunité et pas réellement une stratégie vraiment réfléchie du partenariat. Donc ça, c'est vraiment des exemples qu'il ne faut pas suivre. Et donc, en résumé, là, si on reprend un peu les 4 partenariats qu'on a pu aborder jusqu'à présent, sur la collaboration, comme on l'a évoqué, c'est un partenariat assez flexible, mais attention, si c'est mal cadré quand même, on peut avoir des zones de flou, des zones grises, comme disait Virginie. Sur le co-branding, on est sur du mariage produit. C'est assez complexe à mettre en place, mais en tout cas, c'est hyper puissant. Le licensing, j'aime beaucoup le terme machine à royalties. Hein. Je ne sais pas de qui c'est, mais et c'est très structuré, mais c'est très voilà, pour monétiser sa marque, c'est le meilleur moyen. Et le sponsoring, on est vraiment sur de l'achat de visibilité très puissant également. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleur partenariat. Voilà, il n'y a pas une façon de faire. Mais en tout cas, un bon partenariat, c'est surtout que ça repose sur de la clarté et de la cohérence entre les deux partenaires. Le bon levier dépend évidemment de l'objectif recherché. La cohérence, c'est plus importante que la visibilité. Il faut vraiment que les 2 ADN de marque fonctionnent bien, soient compatibles. Et il faut tout mettre en place. Il faut que ça soit activé. Il ne faut pas juste sur le papier poser 2 logos et se dire ça va fonctionner. Voilà, il y a quand même tout un cadre et une logique et stratégique derrière à mettre en place. Voilà. Je te laisse la main, Nathalie. Ouais, c'est un peu, oui, oui. Ben voilà, en fait, peut-être, ce qui serait peut-être sympa, mais bon, c'est d'enlever l'écran et de partager un peu si vous avez des questions, des réponses, oui, aussi des réponses. Si vous avez des réponses, envoyez-les nous. Euh, non, voilà, c'est une petite conclusion pour dire que nous, on prend un plaisir fou à faire ces webinaires. Que le prochain aura lieu le 19 juin 2026, c'est-à-dire pile dans un mois. Non, on est le Un peu 29, moins. pile dans 20 jours. Pile dans 20 jours, avec, on s'est dit, à l'entrée de l'été, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux les parcs d'attractions, les centres de vacances, etc., tous ces centres de loisirs où précédemment, il n'y avait pas de marque et aujourd'hui, euh, l'arrivée d'une marque dans ce type d'événement, d'événement, d'expérience, se déploie mais mondialement, quoi. Il y en a partout maintenant. Voilà. Donc c'est le prochain sujet et le pourquoi du comment, et il y a un gros côté retail là-dessus. Voilà. Ah, et donc Marie-Céline nous dit, je dois filer, mais le vendredi, c'est bien. Voilà. Donc, Merci. comme il n'y en a qu'une qui nous l'a dit, on garde le vendredi. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de faire Et voilà, et si de, vous avez envie de booster de votre marque sondage. ou d'analyser ou de réflexion sur votre business, vous pouvez m'appeler. On peut en Voilà. discuter, faire un appel découverte qui n'engage à rien, discuter de vos problématiques. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, après, on peut évidemment vous aider. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un Vous avez programme? un Ah, programme j'ai de pas vu. webinaire sur plusieurs mois. Est-ce qu'un Zoom sur le Taïwan pourrait permettre? Alors oui, mais on est sur. Allez, on va se dire qu'on sera en mesure de vous le donner en juin pour les 4 de la rentrée, quoi. Mais c'est Oui. vrai qu'on les choisit aussi en fonction de ce qui se passe. On n'est pas dans le théorique. Donc, on est quand même par rapport à des, de- l'actu, c'est trop fort, mais l'univers, quoi. Mm, C'est-à-dire, voilà, en septembre, normalement, on en fait une sur la collection, les cours de récré, Mm. pourquoi ça marche encore. Mais le sujet Ouais, n'est les pas phénomènes totalement d'évolution. défini, mais ça nous Mm. paraît être un bon moment pour en parler. Voilà. mm. Ah, et c'est bien aussi pour le vendredi. Bon, ok, Voilà. Vendredi, super. c'est parfait.
Eh ben, on va garder ça. Sur le tie-in. Ah ben voilà, le tie-in. Ben on va chercher. OK. Eh ben, on va vous souhaiter j'allais dire un bon appétit, c'est un peu tôt, mais ça n'empêche que dans pas longtemps, ça va commencer à C'est se clair. faire, hein. Donc, amusez-vous bien au déjeuner, profitez du soleil là où vous êtes, s'il y en a, mais je crois que Alors, il y en a partout, je France, pense, Ah, il y en Nathalie, a là. et partout voilà, là. je crois Ah, il y en a que partout. il y en a partout. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. On reste là, on sort. Arrête l'enregistrement, peut-être, Ouais, Élodie. c'est ce que je suis en train de faire. Ah.